Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture. Alors j'ai pas mal de lectures à vous montrer, j'admets que j'ai pas trop compté, mais en fait je sais pas si vous vous souvenez, enfin d'ailleurs c'est pas très grave, j'avais loupé un update lecture parce qu'en fait il y avait une semaine où j'avais dû lire 5 manuscrits pour un prix du livre, le prix du livre romantique, et du coup j'avais pas pu en fait vous en parler, donc forcément j'avais fait pas mal de lectures mais j'avais pas la possibilité d'en parler. Ce qui fait qu'en fait j'avais sauté le update lecture hebdomadaire et je me suis dit que bon, j'allais rattraper ça sur le suivant. Donc voilà, il y a mes lectures sur à peu près 2 semaines et on va en parler tout de suite. La lecture la plus ancienne, c'est Bépocalypse de Ariel Holz aux éditions École des loisirs, que j'ai eu le plaisir de recevoir grâce à Fanny du compte Instagram Maddy et des livres, qui m'a proposé d'être son +1 étant donné qu'elle est partenaire École des loisirs. Donc je la remercie chaleureusement parce que j'avais très envie de découvrir ce livre et ça tombait vraiment à pic. Pour mémoire, Ariel Holz, c'est l'auteur du coup des Sœurs Carmine, que moi j'ai pas vraiment lu. J'avais lu un extrait, mais en fait j'ai jamais sauté le pas pour les avoir et pour les lire entièrement. Mais du coup je connaissais pas trop cet auteur, je savais juste qu'il avait une plume un petit peu piquante, un petit peu grinçante, donc j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner, surtout sur un livre post-apocalyptique. Comme son nom l'indique, on est donc dans un roman post-A dans lequel on va suivre Sam, qui est une adolescente qui doit être au lycée, qui vit avec sa mère infirmière et dont le père est décédé ou disparu au moment de l'apocalypse. L'apocalypse c'était quoi? Et bah ça a été un truc, une espèce de pluie de météorites, enfin on sait pas trop. On découvre simplement quel est l'univers actuel après l'apocalypse. On apprend qu'il y a beaucoup de territoires qui ont été mis en quarantaine et que il y a beaucoup de mutants qui ont été en fait dont les gènes ont muté. Il y a des créatures un petit peu particulières, les chats sont devenus gigantesques, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont modifiées. Le quotidien est totalement différent. Par exemple, quand ils vont au lycée, ils doivent passer une multitude de tests. Ça va du scanner à l'analyse de sang pour voir s'il y a un gène qui est en train de muter. Donc le quotidien est quand même très différent d'avant. Voilà, il y a des marqueurs qui vont dans la ville en fait et qui mettent des traces pour préciser qu'il y a des traces mutantes. Enfin, il peut y avoir des pluies acides. En gros, il y a vraiment plein de choses qu'on pourrait imaginer dans cet apocalypse, et donc on suit Sam et ses amis qui doivent apprendre à avoir une adolescence plus ou moins normale dans ce contexte, à essayer d'envisager des perspectives d'avenir. C'est quand même très difficile et les possibilités de métier sont quand même très courtes. Soit on fait partie de la milice qui va faire des rondes, soit on est marqueur pour préciser quand il y a eu des mutants ou des zones un petit peu dangereuses. Et en plus de ça, on est dans un cadre où les ressources alimentaires sont en train de diminuer très fortement, ce qui fait que Sam, c'est Dani et Yvette, donc ses meilleures amies, au lycée vont apprendre que la zone de Spider Grove, qui était un parc qui a été fermé, donc mis en quarantaine parce qu'il y avait des mutants et dont Sam a un rapport un petit peu particulier puisque c'est là où son père a disparu, et bien ils vont ouvrir ses frontières puisqu'ils disposent de ressources alimentaires, et pour essayer de tester la cohabitation entre les mutants et les humains préservés, et bien ils vont accueillir 2 jumeaux qui sont les fils en fait du chef de Spider Grove et qui sont absolument tout blancs, livides. Ils ont des vêtements en soie parce qu'en fait ce sont des arachlings. Ils ont la possibilité avec leur salive de faire de la soie. Ils ont des dents toutes pointues et en fait on sent que c'est une mutation avec l'araignée. Donc le lycée va accueillir ces 2 élèves. Dani, le meilleur ami de Sam, va tomber amoureux j'ai oublié son nom, de la jumelle qui est la fille, et bien il va y avoir plein d'histoires. C'était assez intéressant parce qu'on parle beaucoup aussi de différence, de l'arrivée de quelqu'un d'étranger dans des communautés qui ont peur, et en fait c'est vraiment un schéma qu'on peut superposer, multiplier à toutes les périodes historiques. On en vit une d'ailleurs actuellement, et voilà, c'était tout ce contexte là. Moi, j'ai pas forcément hyper accroché à ma lecture parce que je trouve qu'il y a plein de questions qui restent en suspens. Je sais pas si ça va être une saga honnêtement ou si c'est un one shot. J'ai trouvé que
sur toute la durée du roman, j'avais envie que ça parte, j'avais envie que ça démarre. Il me manquait quelque chose. C'est assez intéressant parce que voilà, il y a des disputes, il y a un petit peu de romance, mais c'est vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment pas très important à être souligné. Il y a des complots, il y a des choses cachées, il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a cet instinct de survie, enfin c'est assez intéressant. Par exemple, les élèves, leur examen un peu de fin d'année, c'est un examen de survie, ils sont lâchés comme ça dans la nature et ils doivent apprendre à survivre en équipe et à pas se faire bouffer par des mutants ou à pas non plus s'entretuer. Donc il y a un petit côté un peu, je trouve, Walking Dead et un petit peu Hunger Games, mais je sais pas, pour moi ça n'a pas été une lecture fabuleuse parce que je vais pas jusqu'à dire que je me suis ennuyée, mais en tout cas j'ai attendu qu'il y ait quelque chose qui décolle et j'ai trouvé que c'est resté un petit peu plat. Mais après c'était peut-être pas le moment de le dire, je sais pas, mais en tout cas c'est quand même très très riche au niveau de l'univers. Enfin voilà, ils vont explorer dans certaines zones commerciales où voilà, il y a plein de mutants de différentes espèces, on va dire. Il y a tout le concept de valeur qui est remis en question puisque désormais, et j'ai beaucoup aimé ce clin d'œil, désormais ce sont les CD, les vinyles, les VHS, les vieilles cassettes et les magnétophones qui sont la monnaie en fait la plus riche puisque tous les MP3, les ordinateurs, toutes ces technologies assez récentes n'ont pas tenu le choc de l'apocalypse, de toutes les mutations que ça a entraîné. Donc en fait on paye en CD, c'est vraiment genre les lingots d'or le CD. Et ça m'a fait beaucoup rire puisque moi vu que je suis une adepte de toute comment dire l'hi-fi vintage et qui a beaucoup de cassettes, de vinyles et de CD, du coup j'ai trouvé ça un petit peu rigolo d'avoir ce revival. On dit toujours ouais le vinyle revient, mais en fait j'ai beaucoup aimé que là on montre que en fait ces trucs là c'est du rock, ça passe les décennies et ça devient la monnaie la plus riche. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil, mais voilà, c'est pour vous dire, il y a une belle construction. Par exemple il y a des projets un peu complotistes, enfin il y a tout ce qu'il faut, mais j'ai pas été emballée plus que ça. Je vais pas dire que c'était un mauvais roman, honnêtement c'est un très bon roman, il y a tout ce qu'il faut, c'est bien construit, c'est drôle, les personnages ont une psychologie qui est bien établie, bien créée, où on comprend les actes des uns et des autres, mais pour moi ça n'a pas été... voilà, j'avais envie que ça décolle, j'avais envie que ça parte et il m'a manqué un petit truc. J'avais oublié d'allumer mes petites guirlandes, c'est quand même mieux. Je me souviens plus trop de la chronologie de mes lectures, donc je vais prendre les romans et je prendrai les mangas après. J'ai lu Bienvenue à High Rising de Angela Cirkel aux éditions Charleston, ce qui est un petit peu un mensonge puisque c'est un abandon. Ce bouquin me laisse absolument pantoise puisque après en avoir lu presque la moitié, je peux toujours pas vous dire quelle est l'intrigue, qu'est-ce qui se passe, quel est le point important de ce roman. Voilà, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourtant, le résumé me faisait super envie, c'est Noël 1930, on suit Laura qui est auteure et voilà, j'avais lu tout ça, je me suis dit ça a l'air super, apparemment en plus de ça c'était dans le genre un petit peu humour anglais, donc je me suis dit mais ça va être parfait, sauf qu'en fait j'ai pas compris. Soit je suis passée totalement à côté, soit je suis débile, soit je sais pas. En fait, on suit donc Laura qui est auteure, mais qui est un peu auteure de romans de seconde zone, on va dire, hein, vraiment avec des guillemets. Elle écrit un peu, je crois, des romans qui parlent de mode ou de choses comme ça. Elle a une énorme notoriété, apparemment ses romans sont très bien faits, mais c'est la première à se saper toute seule, à dire qu'elle fait n'importe quoi et que c'est pas de la vraie littérature. Donc normalement, elle est censée écrire, je crois, un nouveau roman, sauf que ça part pas du tout de ça. On commence à parler de son rapport, enfin voilà, elle a un enfant qui est assez jeune, hein, je crois qu'il a peut-être moins d'une dizaine d'années, ou en tout cas une dizaine d'années, et on suit son rapport avec son fils, son rapport qui est quand même totalement bizarre, enfin c'est la mère la moins mère que j'ai pu lire. Elle a une cuisinière qui se mêle de toutes ses affaires, mais en même temps elle a un caractère un peu bizarre. Et puis en fait je suis arrivée à la moitié du roman et je me dis mais je sais pas quelle est l'intrigue, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas pourquoi, mais pas dans le sens où on maintient un petit suspense, juste j'avais l'impression qu'il y avait des situations mais qu'il n'y avait pas d'explication, pas de scénario, pas d'intrigue. De ce que j'ai compris dans la 4e de couverture et les critiques que je suis allée voir, en gros elle veut simplement maquer son éditeur avec la fille d'un de ses amis auteurs. Mais c'est... je suis vraiment pantoise face à cette lecture parce que c'est ce que je disais à ma copine Leslie, mais en fait je sais pas de quoi ça parle, je sais pas ce qui va se passer, je comprends pas, je comprends pas, donc je peux pas vous donner plus d'informations parce que honnêtement
Puis c'est pareil, en fait, donc dans le foyer de cette jeune fille et de son père qui est l'ami de Laura, en gros, il y a une nouvelle assistante, une secrétaire qui veut essayer de mettre le grappin sur son père, mais qui en même temps voue un culte à l'éditeur de Laura. Donc on pense qu'il va y avoir une compétition, mais en fait c'est rien, c'est une phrase à chaque fois. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'action, enfin... J'ai pas compris, honnêtement j'ai pas compris, donc voilà, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'était une petite déception. Ensuite j'ai lu La Maison des Morts de Sarah Pinbauer aux éditions Milady. Ce bouquin c'est un petit peu mitigé, c'est un petit peu une incompréhension parce que j'ai trouvé qu'il ne remplissait pas mon contrat de lecteur. Qu'est-ce que c'est un contrat de lecteur? C'est pas juste mon jargon juridique qui s'imprègne de Booktube, c'est juste que quand on prend un livre, il y a quelques éléments clés qui nous donnent des idées sur le chemin dans lequel on s'engage. Vous allez avoir, je sais pas, les aventures de la licorne au pays des rêves, vous attendez un truc avec une licorne forcément, sauf si c'est les nouveaux titres, je sais pas, la vie rêvée de l'écrevisse, le truc de l'éléphant ou la pensée du homard ou j'en sais rien. Souvent quand même on sait qu'on va vers une direction. Moi je prends La Maison des Morts, je lis sur la 4e de couverture qu'il y a Toby, qui a un gène déficient, qui a une maison avec des gamins qui sont envoyés au sanatorium et qui ne reviennent jamais. Je m'attends à un truc fantastique, noir, un peu sombre, où on va m'expliquer ce qu'est le gène déficient, le pourquoi, le comment, voilà. Quand je l'ai commencé, je me suis dit wow, ça a l'air super prometteur. Il y avait quelque chose de The Promised Neverland là-dedans. En gros, dans cet univers, eh bien, les enfants jusqu'à 18 ans peuvent manifester le gène déficient. Ils sont testés tous les 6 mois et lorsqu'ils ont ce gène, ils sont arrachés à leur famille. C'est d'ailleurs souvent leur famille qui les envoie dans un grand manoir. Ils savent pas trop où ils vont. D'ailleurs, le jour où ils sont récupérés, ils sont drogués, donc ils savent pas du tout quel chemin ils ont pris. Et ils arrivent dans un manoir où ils sont affectés à un dortoir. Et quand le gène commence un petit peu à se manifester de manière totalement différente pour tous les sujets présentant ce gène, eh bien ils sont envoyés discrètement pendant la nuit au sanatorium. En gros, ils sont envoyés vers la grande faucheuse et ils ne reviennent jamais et toutes les traces de ces enfants sont effacées. Donc on suit Toby qui vit dans le manoir, qui doit avoir 16 ou 17 ans, qui est là depuis un petit moment. Eh bien il règne en fait en maître sur son dortoir, il est un petit peu le chef, donc on suit sa psychologie, le fait qu'il soit très détaché puisqu'il sait de toute manière que ça ne sert à rien de s'attacher à qui que ce soit puisqu'ils peuvent partir. On puise un petit peu dans ses souvenirs avec des flashbacks sur le moment où il est parti, sur son adolescence avant. On suit aussi bien voilà les expériences qu'il a pu avoir déjà dans le sanatorium, enfin pas dans le sanatorium mais dans le manoir où il a appris des choses. Mais voilà, c'est quand même, c'est une vie très fataliste, il sait qu'il va mourir, il veut s'attacher à personne, il veut même plus profiter de ses derniers instants. Jusqu'au jour où 2 nouveaux arrivants vont arriver, donc Clara, une jeune fille rousse qui va prendre son cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que l'histoire a totalement vrillé puisqu'on est parti sur une histoire d'amour entre les 2 adolescents qui connaissaient leurs premiers émois sexuels. Alors moi honnêtement, avoir des ados qui apprennent à se toucher, avoir un ado qui décrit comment c'est super de toucher un sein pour la première fois et commencer de faire l'amour par rapport à l'image qu'il avait dans le porno, voilà, ça m'a pas franchement convaincue, j'étais un peu mal à l'aise, je me disais mais il n'y a absolument pas parlé, enfin on n'évoque pas du tout ça sur la 4e de couverture, donc j'étais un petit peu pantoise. Puis c'est pareil, hein, sur la 4e de couverture, Stephen King nous dit c'est bouleversant et totalement captivant, je ne pouvais pas le lâcher. Pour moi Stephen King, voilà, je pensais pas qu'il aimerait beaucoup les émois d'un adolescent qui touche un sein pour la première fois, hein. Aussi fabuleux puisse-t-il être, hein, ça y a pas de souci, mais c'est juste que je me dis ok, donc en fait toute la moitié du roman j'avais ce truc sur la romance, sur Clara qui amène un peu de joie dans sa vie, sur lui qui se dit oh là là mais je m'étais promis de ne jamais trop m'attacher parce que voilà j'avais bloqué mes sentiments, et en même temps il est là bah oui mais elle a peut-être raison, en fait on n'a qu'une vie, YOLO, donc je vais peut-être baisser ma garde et puis nouer des liens avec les gens de mon dortoir et être hyper paternaliste et fraternel avec eux, et voilà. Et ensuite
je me suis dit bon allez ça va repartir, puisque avec Clara ils ont des petites virées nocturnes, ils découvrent que le manoir est perché sur une île, autour il n'y a rien du tout, donc pareil le petit clin d'œil avec The Promised Neverland, puisqu'en plus la maison est dirigée par la matrone qui bon est beaucoup moins affectueuse que dans The Promised Neverland, mais un petit peu le même rôle, et du coup ils vont essayer de s'évader. Donc moi je me suis dit super, on va avoir tout un plan qui va être établi, on va avoir quelque chose en ce sens, et bah pas du tout, pas du tout. La fin est assez sympa, puisque quand même il y a un petit plot twist, bon, très léger, mais voilà, ça pouvait être intéressant pour la romance, ça apporte quelque chose. Mais en même temps, je me dis, c'est pas ce à quoi je m'attendais en prenant ce livre. Enfin, regardez comme il est noir, comme il est sombre, c'est la maison des morts, et en fait, on a juste une romance d'adolescent, quoi. Donc, puis c'est pareil, en fait, on va apprendre plein de trucs. Par exemple, au bout d'un moment, ils évoquent le fait que une fois que le gène est totalement manifesté, avant que les enfants soient amenés pour décéder, le gène s'était déjà manifesté et les gens se transformaient. Sauf qu'ils sont là, ouais, ben on sait pas trop en quoi ça se transforme. Et c'est tout, on n'apprend pas en quoi ça se transforme, on ne sait pas quelle est l'origine de ce gène, pourquoi il est arrivé, comment il a été détecté, qu'est-ce qui s'est passé historiquement pour que ce gène arrive, en quoi ça se transforme, enfin... Moi je pensais vraiment qu'on allait partir là-dessus et c'est pas du tout le cas, donc j'ai vraiment été déçue parce que je me disais mais ça peut être un super roman, franchement, voilà, ça avait l'air trop bien, et en fait c'est un peu le néant, donc du coup voilà, j'étais un petit peu déçue, j'admets, parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la trilogie de Noël de Clarisse Sabar, qui était donc La vie a plus d'imagination que nous. Pour mémoire, le tome 1, c'était La vie est belle et drôle à la fois. Et le tome 3 que j'ai reçu dans mon petit colis Charleston de Noël, que vous pouvez retrouver dans le dernier ou l'avant-dernier vlog, et bien c'est Et nous danserons sous les flocons. Alors j'ai du mal à comprendre ce titre honnêtement, parce que la trilogie, normalement c'est la trilogie La vie, c'était indiqué comme ça partout, La vie est belle dans la foi, La vie a plus d'imagination, et le dernier titre pour moi il est pompé sur la vibe de Virginie Grimaldi et Que ne durent que les moments doux. Enfin j'ai trouvé que c'était un petit peu, elle s'est dit oh en fait c'est chouette cette dynamique, donc je vais arrêter la vibe que je fais depuis 2 romans et pour le dernier je change totalement, donc j'ai pas trop compris. Honnêtement ce roman à la base je voulais pas le lire. Je voulais pas le lire parce que quand il est sorti l'année dernière et que j'avais vu la 4e de couverture, alors c'est difficile de vous en parler parce que forcément je spoilerai un petit peu des trucs, mais en voyant la 4e de couverture j'avais l'impression qu'on qu'on défaisait tout ce qui avait été créé dans le tome 1. Moi je suis désolée, je veux dire je joue le jeu quand je regarde une comédie romantique, je sais qu'il y aura des turbulences entre les personnages, qu'à la fin ils vont finir ensemble et il faut qu'ils finissent heureux quoi, jusqu'à la fin de leur vie, qu'ils aient des enfants et que ce soit beau, moi je veux y croire. Donc quand j'avais vu le plot de celui-ci, je m'étais dit bah non mais c'est trop facile en fait, on fait pas une comédie romantique, on a une intrigue entre les personnages, au début ils sont pas ensemble, ils finissent ensemble et ensuite on recommence, ils se séparent et puis il va y avoir une nouvelle romance et patati patata. Donc quand j'avais vu ça je m'étais dit ouais ça me tente pas trop. Sauf que j'ai reçu le tome 3 dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Charleston et que forcément bah, ça me tentait quoi. Le livre, la comédie romantique, elle me tentait à fond, donc je me suis dit je vais lire le 2. Donc j'ai commandé le 2 sur Vinted, en fait je l'avais acheté en PDF pendant une opération des éditions Charleston et en fait... je me suis dit bon bah si j'ai le 1 et le 3 en papier autant que j'ai le 2, donc je l'ai trouvé sur Vinted à 9 €, donc j'ai pas hésité à le prendre et je dois admettre avoir été un petit peu déçue. Mon point de vue pour le tome 1 c'était ok, on essaye en tant que francophone de faire une comédie romantique de Noël. Sauf que moi, je suis désolée, mais les maîtres des comédies romantiques de Noël, que ce soit les téléfilms ou pas, c'est Walmart, c'est tous les Anglais et les Américains, parce que je trouve qu'il y a un vrai truc. Enfin, moi, Noël aux États-Unis, c'est la vie, quoi. Ce qui se passe là-bas, je trouve qu'il règne en maître. À chaque fois que j'ai vu des trucs français en film de Noël, c'était terrible. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit bon allez, j'avais testé voilà le tome 1 de Clarisse Sabar, j'avais trouvé que c'était pas extraordinairement bien écrit. Alors d'ailleurs, petit note à bene, normalement mes comédies romantiques de Noël je les lis toujours en anglais parce que je sais que c'est pas terrible, donc je me dis fais au moins l'effort de travailler ton anglais, tu vois, c'est pas de la grande littérature mais en tout cas
je prends toujours en anglais parce que voilà, j'aime bien, je me dis ça me fait travailler. Et puis il y a la vraie vibe authentique des comédies romantiques de Noël de Walmart que j'aime bien. Donc je m'étais dit, voilà, je fais ça. Donc là, quand j'avais vu en français, j'étais pas très chaud. Je sais qu'il y en a pas mal, enfin, il y en a de plus en plus, mais avant, voilà, il y en avait 2-3 qui sortaient, souvent chez Harlequin ou des trucs comme ça, donc ça me tentait vraiment pas de les lire. Et quand j'ai vu ça, je m'étais dit, bon, allez, je vais tester. Et effectivement, il y avait, je trouve pas cette authenticité américaine, enfin, que j'aime, moi, dans les comédies de Noël. Mais je m'étais dit, pourquoi pas. Donc je m'étais prise au jeu. C'était pas extrêmement bien écrit, comme peut l'être, par exemple, les autres romans de Clarisse Sabar, La femme au manteau violet, ou qu'est-ce que j'ai pu lire de Clarisse Sabar. Je sais plus... Le jardin de l'oubli par exemple. Tous ces romans, il y a des bons historiques où je trouve que voilà, elle adapte sa plume aussi à l'époque, donc c'est très joli. Donc là d'avoir un truc totalement contemporain, j'étais là, ouais, c'est déjà pas fabuleux dans l'écriture, la construction elle était prévisible, mais c'était assez drôle, voilà, j'aimais bien le personnage de Léna, c'était plutôt cool d'avoir lu ça. Ça cassait pas trois pattes à un canard, mais en tout cas ça remplissait son job en fait. Et puis en plus de ça, il y avait vraiment l'ambiance de Noël qui était très bien dépeinte, donc c'était intéressant. Là, pour moi, c'est une déception pour plusieurs choses. Déjà parce que le postulat de départ m'agace. J'aurais bien aimé qu'on reste dans cet univers, dans cette famille, mais que par exemple on s'intéresse à une autre personne, un autre couple, une autre personne avec qui, voilà, il y avait des trucs. Là, en fait, on suit juste Léna avec les mêmes trucs, donc je trouve que c'est un peu du réchauffé, c'était genre, voilà, trouver quelque chose pour trouver quelque chose. J'ai trouvé, en plus de ça, que... pour moi, c'était vraiment pour combler un trou, pour dire je refais une romance de Noël, parce qu'il n'y avait pas vraiment de romance, enfin c'était couru d'avance. En plus de ça, j'ai trouvé que sur celui-ci, l'ambiance de Noël, il n'y a rien, à part le fait de savoir qu'elle y retourne pour Noël, à part le fait qu'une fois il y a une phrase pour dire qu'un tel est venu lui livrer un sapin, que deux personnes sont en train de dérouler les guirlandes de Noël et qu'elles vont sur le marché de Noël acheter du pain d'épices, il n'y a rien au niveau du décor et de l'ambiance de Noël. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas eu dans ce tome d'effort de fait sur l'ambiance. Sur le premier, il y avait des belles descriptions qui donnaient les odeurs, qui tout ça. Là, j'avais un peu envie de dire, il y a une facilité en mode, vas-y, il y a la couverture, le lecteur et c'est où il est, il va faire le job tout seul. Donc j'ai pas trop aimé qu'on passe à côté de cette construction, parce que pour moi c'est un peu la clé des romans de Noël. C'est déjà pas fabuleux, l'intrigue elle est courue d'avance, si en plus le décor est pas posé, il y a quand même pas grand chose. C'est pareil, dans ce bouquin là, on va dire le truc un peu central, c'est qu'elle doit aller décorer un restaurant d'altitude. À part dire qu'elle a accroché deux skis sur le truc, il y a rien eu. Moi sur ce restaurant d'altitude, je l'ai pas visualisé, j'ai pas vu, il se passe rien. Elle est censée faire une inauguration, je me suis dit mais trop bien, ça va être la soirée de fin comme dans les téléfilms de Noël. Rien, nada. Donc pour moi il a pas rempli son job, donc voilà, c'était une petite déception, parce que je me dis c'est déjà pas fabuleux au niveau des histoires, au niveau de la construction, au niveau de tout ça. Là elle a essayé de mettre deux secrets, un petit peu de famille dedans, c'est pareil, au bout de la 20e page je savais déjà pour les deux ce que ça allait être. Donc je me suis dit voilà, il était facile celui-là et c'était pas terrible. Ensuite je vais vous parler de deux mangas que j'ai lus. Le premier c'est le tome 3 de La Tempête de Cristal par Aki Aoi aux éditions Komiku, qui clôture du coup la trilogie de La Tempête de Cristal. Je sais pas si vous en souvenez, je vous en avais déjà parlé pour le tome 1 et le tome 2 forcément, en vous disant que je trouvais l'univers très très riche, très bien construit, mais en même temps il me manquait quelque chose pour décoller et à chaque fois je restais un petit peu sur ma faim. Alors effectivement ici on a eu toutes les réponses qu'il fallait, ça clôture bien, donc je pense que moi j'aurais sorti les trois en vrai. Enfin, j'aurais tout mis d'un coup peut-être, ou j'en aurais fait un gros, je sais pas trop, parce que peut-être que si ces éléments avaient été tous ensemble, ça aurait été plus un coup de cœur. Mais en tout cas la trilogie se finit très bien, ça apporte les réponses, c'est cool. Là pour le coup j'ai moins trouvé de beauté dans le trait graphique, parce que forcément on parle un petit peu moins, enfin vu que c'est plus explicatif, c'est plus des gros plans sur les personnages, moins sur l'environnement, moins sur les cristaux. Du coup j'ai moins eu ce coup de cœur on va dire au niveau des graphiques que sur les autres tomes, puisque bah voilà, là on voyait bien tous les cristaux, tout ça, c'était très très beau. Forcément vu que c'est des personnages ici qui discutent, qui expliquent, bah on a la vue sur les personnages, et moi la tête des personnages manga c'est pas forcément ce que je préfère hein, au niveau esthétisme. Mais en tout cas c'est une bonne trilogie qui se finit bien, c'était sympa.
voilà, c'était sympa, c'est pas un énorme coup de cœur, mais en tout cas elle se finit comme elle devait se finir, enfin en tout cas comme j'attendais qu'elle se finisse, et j'ai beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas à regarder mes autres update lectures, parce que je me dis, ceux qui sont assidus, ça fait 10 fois qu'ils entendent le résumé de La Tempête de Cristal, donc n'hésitez pas à aller fouiller, comme ça vous aurez un avis, et j'embêterai pas ceux qui m'ont déjà entendu parler 36 000 fois de ce manga. Dans la série du parler 36 000 fois du même manga, j'ai lu le tome 3 de L'Atelier des Sorciers, par Kamome Shirahama aux éditions Pika, et c'était un gros coup de cœur, c'était absolument trop cool. C'est pareil, je vais pas vous parler de L'Atelier des Sorciers, je l'ai déjà fait plusieurs fois, que ce soit en vlog, en update et tout ça. N'hésitez pas à les regarder, en tout cas pour vous donner en tout cas mon sentiment. J'ai dit 36 000 fois, en tout cas tout va bien. Pour vous donner mon sentiment, c'est un manga génial, très très riche, une construction de l'univers qui est incroyable. J'adore, honnêtement j'adore. Pour le coup, tous les dessins sont vraiment trop beaux, l'univers magique est magnifique, les intrigues en fait, je veux dire à chaque fois il y a une intrigue de fond et une intrigue un peu de forme. L'intrigue de forme, je trouve qu'elle est toujours nécessaire, c'est jamais là juste pour dire qu'il se passe un truc dans un épisode, enfin dans un manga. Et en plus de ça, moi je trouve que c'est toujours, c'est super beau, honnêtement. C'est vraiment trop beau et c'est très bien construit, enfin moi je trouve que ça a un peu cette, enfin comment dire, à chaque fois j'ai l'impression de comparer ça à ça, mais vous voyez Harry Potter, vous avez des trucs qui se passent dans chaque tome, mais au fond il y a toute une intrigue qui demeure du début jusqu'à la fin par rapport à Voldemort, par rapport à tout ça. Dans Gardien des Cités Perdues, on a un peu la même chose avec Sophie Foster, il se passe plein de choses, il y a des résolutions de choses à chaque tome, et en même temps il y a l'identité de Sophie, il y a le projet Colibri, il y a tout ça qui sommeille un petit peu. Et bah là c'est pareil par rapport à Coco et la confrérie des capuchons, on sent qu'il y a quelque chose d'énorme derrière tout ça et ça fait trop envie. Donc voilà, on avance un petit peu dans cette histoire et je suis super contente. Du coup je me suis procuré le tome 4, 5, 6 pour être à jour puisque va bientôt sortir le tome 7 et c'est vraiment un manga que j'adore, c'est un gros coup de cœur cette année niveau manga. Donc voilà, si vous avez envie d'un manga mais que vous n'êtes pas trop manga contemporain et tout ça, L'Atelier des Sorciers franchement c'est super. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette update lecture vous aura plu, que ça vous aura donné des idées ou au contraire que ça vous aura retiré des livres de votre wishlist puisqu'il y a eu quand même pas mal de lectures plutôt mitigées. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner puisque je poste régulièrement et puis à mettre un commentaire si le cœur vous en dit. En tout cas je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.